du trauma à la grâce. On va aller voir un petit peu ce que c'est que ce fonctionnement du traumatisme, et puis que voir derrière, au-delà du traumatisme, on peut rencontrer certaines zones et certains aspects de soi qui sont en lien avec la grâce, en tout cas avec quelque chose qui va être inestimable dans ce qu'on va pouvoir en rencontrer. Trauma à la grâce, c'est un titre un peu étrange. Alors c'est le thème, en tout cas c'est issu de l'article de Thierry Tournebise, donc l'initiateur de la maïeusthésie, cette approche thérapeutique, un article qu'il a écrit qui s'appelle Grâce ou trauma. Donc moi j'ai repris un peu ça, voilà, en transformant du trauma à la grâce. Je trouvais que cet article était, voilà, apportait quand même un autre aspect, et notamment cet aspect de grâce, voilà, qui est plutôt réservé au monde religieux, et là qu'on met voilà, dans quelque chose qui est beaucoup plus psychologique, en tout cas que je trouve même plutôt intéressant, puisqu'on va aller dans un aspect qui va être beaucoup plus ontique, c'est-à-dire au niveau de l'être. Peut-être juste pour commencer, l'approche de Thierry Tournebise, donc de la maïeusthésie, c'est de mettre beaucoup plus l'attention sur les êtres et non pas sur les événements. C'est-à-dire souvent ce qu'on fait dans un moment traumatique, on va mettre l'attention sur les faits, voire sur, comme il le dit, sur l'horreur des faits, et on va être sidéré par l'horreur des faits. Et puis on va oublier l'être qui a vécu quelque chose. Voilà, et donc souvent on oublie l'être à défaut des faits, et on oublie que l'être qui a vécu quelque chose, il est porteur de sa raison d'être, de quelque chose d'inestimable, il est inestimable, et en fait souvent on l'oblitère. Et on l'oblitère parce que c'est souvent plus facile de parler des faits que d'aller vers un vécu et d'accueillir un vécu en fait. Alors, cette histoire, et puis c'est en plus, parler des faits, c'est un peu moins engageant, ça n'engage pas la personne en face, voilà, à recevoir un vécu qui peut être aussi des fois souffrant. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit la première fois. Alors, c'est intéressant parce que cette histoire des faits, si je refais juste un petit background, donc notamment il y a le DSM et le CIM. Le DSM, c'est la Bible des maladies mentales qui est fait par l'Association des psychologues américains. Et le CIM, c'est la classification internationale des maladies qui vont définir en fait essentiellement le traumatisme à partir des faits. Voilà, c'est une exposition à un événement, c'est une exposition à la mort réelle ou menacée, à des blessures graves et des violences dans plusieurs situations. Voilà. Puis le CIM va être aussi un peu de cet ordre-là. C'est aussi l'approche médicale qu'on a, hein, qui est sur les faits. On ne comprend pas trop ce qui se passe d'un point de vue psychique. Mais ça c'est pas très grave. Souvent on va médicamenter, on va chercher à enlever le stress, enlever l'anxiété, c'est-à-dire qu'on va chercher à ôter le symptôme, ou en tout cas ce qui persiste au-delà du traumatisme. C'est aussi ce qu'on va retrouver dans certaines thérapies, dispositifs d'exposition en thérapie cognitive et comportementale. Alors, quand je dis ça, voilà, je prends vraiment des pincettes, hein, parce que toutes les approches sont justes et sont... voilà, mais c'est un aspect de la thérapie qui va prendre juste en compte les faits et qui va réexposer le patient aux faits. Par exemple, j'ai eu un accident de voiture, j'arrive plus à remonter en voiture. Petit à petit, je vais réhabituer le patient à remonter dans une voiture. On l'a réhabitué comment? C'est déjà en parlant de la voiture, et puis ensuite en montrant des images de voiture, et puis petit à petit, vous voyez, en réhabituant la personne avec des stimuli de plus en plus réels, qui se rapprochent du réel, jusqu'à ce que la personne arrive finalement à monter dans la voiture, puis à conduire sur une route, puis sur une autoroute, et voilà. Donc en fait, on vient désensibiliser la personne aux stimuli qui ont été vécus au moment du traumatisme. Alors, c'est pas du tout l'approche, bien sûr, de la maïeusthésie. La maïeusthésie va plutôt tendance à rechercher la sensibilité et être de plus en plus sensible à un endroit. Alors, pas être sensible à la souffrance et à la douleur, mais être sensible à un être, un aspect de soi qui viendra se révéler, qui est en train de se révéler.
Voilà, alors cette effraction et cette blessure a bien été sentie, d'un point de vue cette fois plus psychique, par la psychanalyse, par Freud, par Ferenczi, par des gens plus, voilà, plus modernes, par Jung aussi, par voilà, des philosophes aussi. Et la psychanalyse, notamment tout début avec Freud, on sentit qu'il y avait quelque chose, en tout cas, de plus intérieur, qui n'était pas qu'une histoire de fait, mais qui était en lien avec soi, avec une intériorité. Ensuite, qu'en était-il de la cause réelle du traumatisme? Ça, c'était tout le dialogue, voilà, tout le dialogue en psychanalyse, et puis en psychologie aussi. Mais en tout cas, il y avait quelque chose déjà de plus intérieur au niveau du vécu. Alors ça, c'est déjà un peu plus salvateur, parce qu'on décolle des faits pour arriver sur un vécu plus intérieur. Alors si on continue un petit peu dans cette histoire, on arrive aussi sur des penseurs, hein, voilà, ça peut être des psychologues, qui viennent parler que dans le traumatisme, il va y avoir une part qui va être indicible, impensable, quelque chose qui est absent, voilà. Quelque chose qu'on ne peut pas appréhender. Et ça c'est intéressant parce que ça vient nous dire que au-delà du vécu, alors au-delà des faits déjà, au-delà du vécu, il y a quelque chose qui est toujours en train d'échapper dans cette histoire d'un événement traumatique ou du traumatisme. Voilà, alors ce que je vous propose, c'est, si vous êtes déjà un peu dans le parcours myosthésique, quelque chose que vous connaissez déjà, hein, c'est un peu le déroulement du traumatisme, en tout cas voilà, de ce qui se passe au niveau de l'être à ce moment-là. Alors on va aller un peu plus loin, on va aller cette fois s'intéresser un petit peu à ce qui se passe au moment du traumatisme. Les traumatismes ne sont pas toujours visibles en effet, hein, des fois alors ça peut être un traumatisme, ça peut être un événement clair, un accident de voiture, ou ça peut être quelque chose de plus étalé ou plus fin dans le temps. Par exemple, le manque d'amour d'un parent. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne ressent pas tout de suite. En tout cas, je vais vous refaire voilà, le processus. Alors généralement, on part d'un traumatisme, c'est d'un événement traumatique. Voilà, voilà, je vais faire un petit événement traumatique comme ça. Et puis à cet événement traumatique, il y a bien sûr un être qui a vécu quelque chose, qui a vécu cet événement-là. Et puis là, donc la ligne, donc cet être a vécu quelque chose d'inimaginable, hein, d'impensable. Donc les psychanalystes vont parler de quelque chose qui vient surexciter, qu'on peut pas, en tout cas, qu'on ne peut pas intégrer en soi. Et alors, on va revenir hein, sur ce moment-là. Puis au fur et à mesure du temps, je fais voilà, les lignes du temps. Puis au fur et à mesure du temps, donc le traumatisme il est passé, on va petit à petit vivre. Cette fois, on va continuer à vivre. Donc c'est celui que je suis un peu plus tard hein, dans le temps, mais on va continuer à vivre avec celui que j'ai été à ce moment-là du traumatisme. Et puis on peut continuer comme ça encore. Donc il n'y a plus de traumatisme, hein, on n'est plus, le traumatisme il est passé. Donc il y a celui qui a vécu le traumatisme, hein, qui est en rose, voilà, qui a vécu quelque chose voilà, d'improbable, d'impensable. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? On continue à vivre, mais on va inclure en soi cette part-là, cette part de soi, ou cet aspect de soi en tout cas, qui est en permanence en nous. Et puis donc je continue à vivre, et puis je peux même continuer à vivre, voilà, celui que je suis encore un peu plus tard, avec cette part de soi qui est toujours là. Et puis bien sûr, je peux intégrer petit à petit au cours de la vie, hein, je peux amener aussi d'autres traumatismes et d'autres endroits qui ont besoin d'être rencontrés également. Voilà, donc dans notre vie, on a cette succession en fait de trauma qui est là et qu'on intègre au fur et à mesure. Alors, en effet, comme je l'ai dit, l'événement n'est pas forcément toujours conscientisé ni reconnu. On peut parler d'un accident de voiture, par contre, quand ça va être des traumatismes liés au manque d'affection, au manque voilà, de parentalité, au manque d'amour, par exemple, hein, là c'est plus difficile des fois à le reconnaître, parce que en plus il y a souvent un conflit de loyauté, mais je peux pas dire que ma mère m'a manqué d'amour, puisqu'elle a toujours été là, ils sont toujours occupés de moi. Et puis souvent c'est aussi quelque chose qui va de soi, c'est-à-dire j'ai toujours vécu dans cette famille où il n'y avait pas d'amour. Donc c'est quelque chose qui peut être tout à fait normal pour moi en fait.
Mais en tout cas, un traumatisme, c'est pas forcément lié à un événement clair et précis, ça peut être quelque chose de beaucoup plus latent qui va faire traumatisme en fait. Qui va faire qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à se rencontrer en moi, ça on le verra un petit peu plus tard. Voilà, alors dans cette histoire du traumatisme, dans la ligne du temps, je peux, si je reviens sur le petit dessin là, qui est là, petit à petit, en fait, j'accueille, ou en tout cas j'héberge plutôt que accueillir, parce que justement je les accueille pas, des parts de moi qui restent en suspens, et ça, quel que soit le temps. C'est-à-dire qu'on peut avoir vécu quelque chose de terrible ou d'épouvantable quand j'étais enfant, et puis j'arrive à 60 ans, 70 ans, 80 ans, avec toujours ce poids, quelque part. Vous voyez, donc c'est pas une histoire de temps. Dans le psychisme, il n'y a pas de temps en fait, il y a juste quelque part un espace atemporel. Thierry Tournevis, justement, il parle du grotopie, parce justement, il n'y a pas de temps et pas d'espace. Et c'est un peu ce qui se passe dans le psychisme. Et ça, c'est Freud qui l'avait notamment révélé, qu'il n'y avait pas de temps dans le psychisme, que les événements qui étaient passés avant étaient toujours là bien après. Bon, donc ça c'est la fonction un peu c'est la manière dont on vit le traumatisme, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose à un moment donné, on va réussir à en faire abstraction, en tout cas le mettre d'un côté. Mais ça va être toujours un poids qu'on va traîner avec nous et puis on va rajouter au fur et à mesure de la vie. Maintenant, je vous propose d'entrer un peu plus dans ce détail-là et d'aller voir un peu ce qui se passe un peu plus proche dans un mode avec la question de la survie. Alors si je reprends les choses, on est toujours avec notre traumatisme, faut pas trop que je le fasse joli, parce qu'un traumatisme, et puis la personne que j'ai été, l'être que j'ai été, à ce moment-là, qui est en train de vivre ça. À ce moment-là, il y a quelque chose qui vient, donc ça c'est un peu les premières définitions du traumatisme, qui vient faire effraction, qui vient déséquilibrer l'être, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas pensable, qui n'est pas intégrable. Alors c'est toujours dans une idée qu'il y a quelque chose d'extérieur, quelque chose que je suis en train de vivre, et en fait j'arrive pas à comprendre ce que je suis en train de vivre, alors soit l'événement extérieur, soit au niveau de mes émotions, il y a quelque chose qui vient m'effracter, et je n'arrive plus je suis déséquilibré, donc ça c'est tout ce que la psychanalyse avait pu voir, qu'il y avait ce déséquilibre-là. Et ce qui va se passer en fait à ce moment-là, c'est ce que Thierry Tournevis appelle justement le mode survie. Alors lui, il va parler de pulsion de survie. Bon, voilà, pour moi, c'est une pulsion, il y a toujours de la vie. Ça reste de la vie en tout cas, cette pulsion. En tout cas, c'est un mode survie, c'est la vie qui se met en mode survie, pour être peut-être plus précis. Le mode survie, ce mode survie, il intervient parce qu'il va falloir faire quelque chose en fait face à ce traumatisme. Par exemple, je vis un accident de voiture, il y a plein de choses horribles, mais en même temps, je suis toujours vivant et il y a peut-être des gens vivants autour de moi qui ont besoin d'aide et il faut que je m'adapte à ça. J'ai peut-être mes enfants qui sont à l'arrière, qu'il faut que je sorte de la voiture, des choses comme ça. Donc c'est pas un temps où je peux m'apesantir en fait sur ce que je suis, m'apesantir ou mettre trop d'attention sur ce que je suis en train de vivre, mais c'est un temps où il faut que je continue à vivre, en tout cas même de manière mécanique. Ça arrive par exemple dans des moments de deuil. Il y a un couple qui a des enfants, puis tout d'un coup il y a quelqu'un qui meurt, un des parents qui meurt. L'autre parent, il y a 3 enfants à charge, où la personne ne peut pas encore penser ou comme ils disent des fois, s'apitoyer sur son sort, parce qu'il faut s'occuper des enfants, il faut travailler, etc. Et donc on va se mettre dans un mode survie, c'est-à-dire un mode un peu plus mécanique, organisationnel, pour continuer à faire ce qui doit être fait et pour assurer la survie de soi, mais aussi la survie de l'ensemble. Alors, pour maintenir cet équilibre, voilà, c'est l'être que je suis par la suite, voilà, qui est là, et qui va quelque part ranger dans un coin celui que j'ai été au moment du traumatisme. Alors ranger dans un coin, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qu'on va appeler les mécanismes de défense. Ça peut être l'oubli, la fuite, l'évitement, le clivage, le refoulement. Alors on appelle ça souvent des mécanismes de défense pour se défendre
contre quelque chose qui va faire trop intrusion. On peut le voir aussi comme un mécanisme de protection, c'est quelque chose que je n'arrive pas encore à rencontrer, mais que je vais protéger. On peut aussi voir ça comme des mécanismes d'équilibrage. C'est j'essaye de rester en vie et de rester debout, et en même temps, il faut que j'arrive à équilibrer quelque chose en moi, dans ma conscience et dans mon psychisme. Alors, même si on met tout ça en œuvre, c'est pas toujours facile parce qu'il y a quelque chose qui vient faire signal, qui vient faire appel. On prend la petite fusée éclairante, voilà, c'est que celui que je suis à l'intérieur de moi va faire un petit feu, un petit signe, va envoyer un petit signal et va dire oui, mais j'existe toujours. Alors c'est quoi ce signal? Ce signal, ça peut être les comportements, les peurs, les angoisses, les inquiétudes, ça peut être des schémas répétitifs, en tout cas, tout ce qui vient rappeler qu'il y a quelque chose qui existe. Alors quelque chose peut-être qu'on a oublié, hein, qu'on n'a jamais vu, c'est peut-être là l'histoire du trauma invisible, c'est quelque chose qui est là mais qu'on ne sait pas, qu'on a des fois oublié, hein, parce que des fois il y a des patients qui arrivent en disant mais je sais bien qu'il a dû se passer quelque chose, mais j'ai plus la mémoire, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il s'agit de renouer avec ça. Et en tout cas, ce signal, ça peut être aussi de la violence qu'on retrouve souvent chez les enfants. Un des exemples que je voulais vous partager ce soir, c'était, par exemple, c'est un enfant qui vient de perdre sa mère, je crois, et qui a un comportement de plus en plus violent, en fait, depuis l'annonce. Voilà. Alors, il y a d'autres histoires avec cette personne aussi. Mais il se trouve en milieu scolaire et en étant de plus en plus violent. Et donc c'est tout comportement qui vient rappeler qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être écouté et besoin d'être entendu. Voilà. Alors j'ai une autre question à poser, parce qu'il est en train de pleuvoir chez moi, je suis sous les toits, est-ce que vous entendez, ou est-ce que ça gêne pas la pluie peut-être qui est sous le... Voilà. Alors ce mode survie, c'est-à-dire là où on va mettre de côté, c'est un coût énergétique. Parce qu'on n'est pas dans la vie, on est en train de compenser. C'est exactement la même chose qui se passe, qu'on dit des fois en ostéopathie, hein, c'est que quand il y a eu un traumatisme somatique quelque part dans le corps, et ben, l'ensemble du corps se réajuste pour compenser. Alors on va marcher on va marcher peut-être tordu ou avec un membre un peu plus tendu d'un côté, etc. Pour retrouver un équilibre, pour continuer à vivre. Et en même temps, ce qui fait que ça coûte de l'énergie, heureusement, je dirais, parce qu'au bout d'un moment, on s'épuise. Et c'est ça qui vient dire que, en fait, il y a peut-être quelque chose à les rencontrer. Peut-être quelque chose à les rencontrer, enfin en tout cas déjà au moins le signal, et puis peut-être un être derrière. Alors, ce signal, il n'est pas toujours facile en fait à accueillir. Je fais juste un petit aparté là-dessus, parce que souvent, ce signal, il n'est pas entendu, ou il n'est pas entendu comme étant une souffrance ou quelque chose qui a besoin d'être rencontré. Souffrance, hein, je rappelle, c'est juste quelque chose qui est en attente. Hein. Une lettre en souffrance, c'est une lettre qui est en attente. Quelque chose qui est en souffrance, c'est quelque chose qui a besoin, qui est en attente d'être rencontré. Et ça, c'est ce qu'on va appeler le traumatisme négatif. Le positif, ça va être l'événement, en tout cas les faits. Et puis le traumatisme négatif, ça va être la négation de ce qui a été vécu. C'est généralement quand l'entourage vient dire mais écoute, ce que tu as vécu, on vient relativiser, c'est pas très grave, tu peux passer à autre chose. Il y en a d'autres qui ont vécu ça. Ça peut être aussi alors je vous donne quelques-uns, hein, l'intellectualisation. On va chercher à comprendre, analyser les faits. Je sais très bien ce qui s'est passé. Il s'est passé ça, 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 puis après j'ai fait ça, etc. Et en même temps, cette récitation des faits, donc il y a des personnes qui arrivent comme ça, qui vont pouvoir réciter totalement leur moment traumatique. Si je reprends l'exemple de la voiture, je peux dire précisément ce qui s'est passé à tel moment, à quel moment j'ai tourné le volant, à quel moment je suis allé tout droit, puis j'ai percuté l'autre voiture, etc. Ça peut être extrêmement précis. Alors je parle d'accident de voiture, mais ça peut être des sujets beaucoup plus durs. Hein. Ça peut être l'ensemble des faits que j'ai vécu quand j'étais enfant, avec toutes les violences que j'ai vécues. Ça peut être ce que j'ai vécu pendant un viol. Ça peut être des choses qui peuvent être des fois très crues en fait dans la violence et dans l'horreur. Donc c'est là où il ne s'agit pas de se faire prendre par ça, parce que souvent quand il y a trop d'horreur, c'est là où on est happé par l'horreur en thérapie. On est happé par ça et on rencontre plus l'être. Et puis des fois, c'est aussi, ça je l'ai vu il n'y a pas très longtemps en fait, c'est l'incompréhension des autres par rapport à ce qui se passe.
notamment par un comportement où il y a plus d'émotion. C'est un enfant, pareil, hein, je crois que c'est le même enfant qui a perdu sa maman. Et puis les éducateurs à côté de lui disent, mais en fait, tu veux pas pleurer, tu as besoin de pleurer, il faut que tu pleures, c'est normal de pleurer, tu as le droit de pleurer. Vous voyez. Et on vient chercher, déjà ça vient troubler les éducateurs, en tout cas voilà, les personnes qui sont autour, parce que l'enfant ne pleure pas, on ne comprend pas, et puis on va l'inviter à pleurer, lui donner un espace pour ça, mais en fait en même temps on ne met pas l'attention sur ce qui a vraiment besoin d'être entendu. Donc là aussi c'est une autre forme de violence, c'est-à-dire que je suis dans un cadre où on me demande de pleurer, on m'invite à pleurer, c'est génial, mais en fait c'est pas ça que j'ai besoin d'entendre. J'ai besoin d'entendre autre chose. J'ai besoin qu'on vienne rencontrer en fait ce que je suis en train de vivre. Donc l'idée c'est que petit à petit on se rapproche en fait de ce qui a besoin et de ce qui attend d'être rencontré. Alors dans un premier temps, ça va être bien sûr de dialoguer avec celui ou celle qu'on a été à ce moment-là. Alors des fois on ne le voit pas toujours. Des fois il y a besoin d'abord de passer par l'émotion, c'est-à-dire par le vécu, et de pouvoir valider ce vécu-là, en prenant notamment la mesure de ce qui était vécu. Ça aussi c'est quelque chose qui revient souvent, et on fait souvent l'erreur, c'est que on voit à peu près l'émotion ou le vécu, on en touche quelque chose, et mais on n'en prend pas la mesure. Et souvent on vient dire, oui, mais en fait, il y a cette tristesse qui est là, ou cette panique, ou cette peur, en tout cas il y a quelque chose qui est là. Mais on n'en donne pas un peu, on n'en donne pas la mesure en fait de ça. À quel point c'était angoissant, à quel point c'était stressant, à quel point c'était triste. Et souvent, bah, c'est pas suffisant de mettre des mots sur ce que c'est, mais il faut aussi ajouter sur, voilà, sur ce qui s'est passé en fait, sur l'ampleur, quantifier un peu ce qui s'est passé. Pour donner un exemple par rapport à ça, j'ai reçu, voilà, c'était un homme, une femme. Alors je sais plus exactement ce qui s'était passé, mais cette femme vivait une angoisse en fait, quelque chose qui était anéantissant, une sorte de néant en fait. Et puis elle en avait déjà parlé de cette histoire, mais pour l'instant ça faisait pas sens pour son conjoint, parce qu'elle dit ok, ben, tu vis le néant, tu vis quelque chose comme ça, ok tu m'en as déjà parlé, mais en fait je comprends pas en fait, est-ce que tu peux passer à autre chose, faire autre chose, voilà, tu vas faire du sport. Et, et, et c'était très touchant parce que petit à petit, bon je vous fais pas toute la thérapie, hein, enfin, c'était une séance, c'était les pouvoirs toucher la mesure de ce néant. Alors souvent, dans les mesures, c'est incommensurable, hein, il n'y a pas de mesure dans ces endroits-là. Mais il faut pouvoir le dire. Et pour le dire, il faut pouvoir en sentir un petit peu quelque chose. Vous voyez, prendre la mesure, c'est pas simplement dire le mot en disant que c'est incommensurable, faut être juste quand on le dit. Et en tout cas, c'était une révélation pour son conjoint, parce qu'il a pu voir en fait à quel point ce néant était là. Alors, on ne connaît pas la zone traumatique, en fait, ce qui était touché. Moi, j'en savais absolument rien. Mais en tout cas, on pouvait mesurer le néant qu'elle était en train de vivre. Et c'était extrêmement touchant, au point que ça a été quelque chose de réunificateur. Enfin, il était déjà uni, hein, mais quelque chose qui venait encore plus réunifier ce couple. Parce qu'enfin, son conjoint a pris la mesure de ce que c'était. Et là, à ce moment-là, le regard, il change. On ne peut plus être la même personne face à l'autre, et on vient toucher quelque chose de l'autre, quelque chose qui est justement inestimable chez l'autre. Alors, c'est là aussi où on vient rencontrer, alors si on va un peu plus loin, voilà, alors on peut dépasser un peu dépasser l'émotion, et puis en dialoguant, souvent on vient toucher aussi quelque chose qui est beaucoup plus profond, dans celui qui a vécu l'événement, quelque chose qui est souvent, ou je dirais toujours, qui est de l'ordre de l'amour ou de la vie. Voilà, alors on ne va pas toujours dans ces endroits-là, mais c'est là où il y a quelque chose de la grâce en fait. C'est que plus on rencontre celui qui a vécu quelque chose de traumatique, plus on se rend compte qu'il a besoin de partager déjà ses émotions, mais aussi quelque chose qui est en lien avec l'amour ou la vie. Et ça, on le retrouve dès qu'on vient de plus en plus en sensibilité en fait avec la personne qu'on accompagne. Et ce qui est très étrange, c'est là où des fois j'appelle ça un basculement, c'est que celui qu'on est aujourd'hui, on aura envie de prendre soin
en tout cas, d'accueillir ou de réconforter celui qu'on a été et qui a vécu quelque chose d'horrible. Et souvent, quand on vient toucher à quel point celui qui a vécu était plein d'amour et plein de vie, bah, c'est là où il devient un peu notre maître à penser et c'est lui qui vient nous accompagner. Peut-être apporter une précision par rapport à ça, par rapport à celui qui est dans la vie ou dans l'amour. Je vais donner un autre exemple. L'enfant que j'ai été et qui n'a jamais réussi à rencontrer son père, ou on va dire son père. J'aurais tellement aimé que mon père puisse avoir de l'affection pour moi. J'aurais tellement aimé sentir l'amour de mon père. En même temps, il était peut-être absent, en tout cas, il était au moins absent psychiquement. Et j'ai vécu avec ce manque, voilà, plusieurs années. Hein, ça peut durer longtemps, comme on a vu tout à l'heure. Et on peut rester avec cette part-là, cet aspect de soi qui a vécu le manque, en fait. Alors, on peut se dire, bah ouais, mais c'est un peu plombé cette histoire, parce que comment on se sort de ça? Alors c'est là où, voilà, petit à petit en accompagnant, on s'aperçoit que celui qui a vécu le manque, en fait, quelque part, il sait ce que c'est que l'amour. Et c'est ça qui est extrêmement touchant, c'est que on ne peut vivre le manque qu'en sachant ce que c'est que l'amour. On va dire, oui, mais en fait, moi j'ai jamais vécu l'amour avec ce père, il n'a jamais été là. Voilà. Peut-être, mais en même temps, ton être, celui que tu es, il sait ce que c'est que l'amour. Et vous voyez, là on arrive dans des endroits qui sont ontiques, qui sont universels, qui nous dépassent. Parce que même si j'ai pas vécu l'amour ou l'amour d'un père quand j'étais enfant, je sais ce que c'est que l'amour puisque j'en manque. Et là, on peut mettre l'attention sur cet amour-là. Ouais, toi, tu sais ce que c'est que l'amour. Et tu sais ce que c'est que l'amour et tu sais comment le vivre et tu sais ce que ça pourrait être. Et puis on pourrait aller un peu plus loin, c'est qu'en fait, celui qui a vécu le traumatisme, c'est un être qui est plein d'amour pour son père, peut-être pour sa mère, pour l'ensemble des êtres. Et là, on arrive dans quelque chose qui est de l'ordre de la grâce, qui est de l'ordre de l'inestimable, qui est de l'ordre presque de l'indicible. Là, je mets des mots, mais en mettant ces mots, il y a quelque chose de plus sensible qui vient. Parce que c'est pas parce que je dis l'amour qu'on sait ce que c'est. Voilà, qu'est-ce que c'est exactement l'amour? C'est quelque chose qui se vit. Et c'est là où on vient, donc si je reprends le petit dessin, on vient attraper le signal, et puis on vient retoucher quelque chose qui est en lien avec cet être qui était là à l'origine, qui a vécu ça, et qui porte en lui quelque chose de cet amour. Bon, et c'est là où il y a quelque chose de vraiment, je dirais, beau ou de gracieux, dans la grâce telle que Thierry le redit ou le redéfinit, hein, c'est quelque chose il y a de la grâce parce qu'on vient reconnaître, donc on vient reconnaître cet aspect de soi qui est plein d'amour, plein de vie, qui est extrêmement sensible et extrêmement touchant. Alors, je lis un peu le chat. Donc merci Nathalie, oui, très intéressant, je sens que cela touche quelque chose de très profond en moi qui n'a jamais été rencontré. Alors c'est exactement ça, alors c'est là où je vais approfondir encore un petit peu, là on a fait quelque chose d'un peu consensuel, mais on va aller un petit peu plus loin encore, et aller définir encore un peu plus voilà, en profondeur ce qui est en train de se passer. Et je pense que ça va résonner avec votre remarque. Alors, je reprends. Ah oui. Cela fait 60 ans que je cherche à comprendre ce qui appelle, qui me réveille toutes les nuits, c'est un être qui veut mourir, et je ne sais plus quoi faire avec. Bon, alors, on va pas pouvoir le rencontrer là ce soir et en faire la thérapie là ce soir. La thérapie, c'est prendre soin du sacré, hein, donc voilà, c'est pas soigner ou réparer, hein, c'est prendre soin du sacré, donc prendre soin de cet être qui est en train d'appeler et qui est là et qui est en train de dire quelque chose. Voilà. Et pareil, ne jamais s'arrêter à l'horreur de ce qui est en train de se passer. C'est un être qui veut mourir, on pourrait se dire, ouais, t'as pas envie d'aller rencontrer ça, quoi. Un être qui veut mourir, c'est pas génial. Et en même temps, alors si on se dit ça, on rencontre plus rien. Mais en même temps, il a une pertinence à vouloir mourir. Et cette pertinence à vouloir mourir, c'est là où il y a de la vie, et elle est porteuse de vie, en fait. Alors, il ne s'agit pas d'y aller comme ça en disant, bah oui, mais en fait, tu veux bien. C'est que derrière tu veux vivre, c'est d'abord écouter cette pertinence à mourir. Ok, en quoi c'est juste pour toi de mourir? De vouloir mourir. C'est une petite vie, voilà.
Et déjà, c'est l'accueillir, c'est accueillir avec ça, vous voyez, accueillir avec cette pertinence-là. C'est là où on vient écouter les émotions, on vient écouter. En fait, on vient d'abord écouter, valider ce qui est en train de se passer. Voilà. C'est le chemin pour y aller. Alors bon, ce soir, je vais pas trop là-dessus, je détaille pas trop ça. On va plus rester sur le trauma, mais voilà, là c'est un bel exemple pour dire qu'il y a quelque chose à aller rencontrer. Oui, alors c'est intéressant hein, ce que vous partagez là, c'est trop fort, je n'arrive pas à le vivre, la vie et la mort, il m'a dit de plonger dedans, d'accueillir, s'abandonner. Oui, tout à fait. Alors peut-être que quand c'est trop fort comme ça, il y a besoin d'être accompagné quand même. Ça peut se faire tout seul, hein, je dis pas le contraire, mais c'est là l'intérêt d'avoir un thérapeute, c'est qu'on peut se reposer sur le thérapeute pour pouvoir être accompagné à cet endroit-là. Ça ne veut pas dire que c'est le thérapeute qui va faire le boulot, hein. Des fois il y a juste besoin de sentir la présence de quelqu'un qui nous permet de nous abandonner vraiment. Et ça c'est juste inestimable d'avoir cette aide-là, enfin, voilà, d'avoir ce cadre-là. De sentir juste la présence de quelqu'un qui peut surveiller, qui voilà, surveiller au sens voilà, qui veille en tout cas au bien, et qui peut nous permettre de nous abandonner. Alors, si je reprends un peu la suite de ce schéma-là, je vais faire un autre schéma du même style, mais cette fois on va partir un petit peu en avance, c'est-à-dire que je suis un être, donc on va partir avant le traumatisme. Je vais refaire le moment voilà, là c'est le traumatisme, l'événement traumatique, mais toujours notre ligne du temps, mais cette fois, je vais montrer, on va voir un petit peu ce qui se passait avant. Alors avant, je vais le dessiner comme ça. Je suis un être avec certaines parts de moi, alors c'est pas très juste de parler de parts, certains aspects de moi, parce qu'on est tous infinis en tant qu'être, en termes de conscience, on est infini, mais il y a des aspects de nous-mêmes qui sont plus obscurs ou dont on n'a pas en fait pour l'instant conscience. Et c'est ça qui est intéressant, en tout cas c'est ça qui fait la vie, c'est qu'on va conscientiser de plus en plus ces aspects de nous-mêmes que l'on est, mais voilà, qu'on ne sait pas encore ce que c'est, d'où les pointillés. Voilà le dessin. Alors je vais réexpliquer le dessin. Donc le traumatisme, l'être que j'ai dessiné, ou en effet que je dessinais tout seul dans mon coin, cet être qui est en partie, voilà, qui est en partie conscient, et puis il y a tous ces aspects en pointillés qui sont ces aspects inconscients en fait de l'être. Donc au moment du traumatisme, qu'est-ce qui va se passer? Donc je suis toujours cet être qui est là, avec ses pointillés. Et en fait, le traumatisme vient simplement résonner avec un aspect de soi. Vous voyez, je fais un autre être. Vient simplement résonner avec un aspect de soi qui était toujours là, mais dont on n'avait pas conscience. Vous voyez, souvent, c'est ce qui arrive, si je donne un exemple. Voilà, si je reprends l'exemple de l'amour de ce père, en fait, j'avais pas conscience que j'avais autant d'amour en moi. Je vous donne un autre exemple. Un exemple qui s'est passé, ça arrive souvent au moment des viols, c'est moins rigolo à évoquer, mais c'était une fois une femme m'a dit, mais suite à la thérapie et l'accompagnement, qui m'a dit en fait j'avais pas conscience à ce point-là de mon corps. Vous voyez, le corps était, en plus, avait été dissocié. Donc dissocié, c'est que l'esprit, au moment de l'événement, l'esprit part d'un côté, puis le corps il reste. Mais en fait, l'événement vient juste mettre en relation un aspect de soi, une part de soi, ou en tout cas un domaine de soi, peut-être plus le domaine qui est le mot juste, dont j'avais pas encore conscience. Donc ça peut être le corps, mais ça peut être un aspect qui est plein d'amour, ou un aspect qui est plein de vie. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que un traumatisme, c'est pas un être que je dois rencontrer, c'est aussi un être que je dois rencontrer suite au traumatisme, mais c'est surtout un aspect de moi ou un domaine de moi qui était toujours là, qui vient d'être révélé par l'événement traumatique, et dont je n'ai pas encore pris conscience, et dont le travail va être ensuite la réconciliation, la réhabilitation de cet aspect-là de moi. Alors, pas la réhabilitation, mais peut-être l'habilitation. Faire quelque chose de solide, une réunification solide. Alors solide au sens de solidaire, c'est-à-dire ce qui fait un. Alors si je le redessine un peu plus loin, vous voyez, je vais garder la couleur violette, et cette fois, celui que je suis, bon, il y a toujours des pointillés, il y a toujours une zone, mais l'aspect qui était, voilà, qui était en rose, je peux le dessiner en violet, hein, voilà,
il fait partie entièrement de moi. On va peut-être pas le noter comme ça, voilà, on peut le faire, c'est un autre aspect de moi, voilà, si on peut le mettre comme ça. Là où j'hésite, c'est que c'est pas une part de moi, c'est que ça vient l'entièreté de moi en fait. C'est là où il y a Thierry Tournevis il va parler de consilience pour faire opposition à la résilience de Cyrulnik, enfin, pour trouver un autre mot. C'est qu'on va pas chercher, alors on va chercher à accueillir, mais à accueillir pour redevenir un, c'est-à-dire réhabiliter. C'est pour ça que le mot réhabiliter, il est peut-être pas trop juste, en tout cas habiliter un aspect de soi qui était toujours là et dont je n'avais pas conscience. Et cet aspect de soi, en plus, il est incroyable parce qu'il est porteur d'amour et de vie. C'est ça qui est génial. Cet aspect de soi, c'est pas un autre moi, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi qui suis porteur de vie et d'amour. C'est là où généralement, si on revient un petit peu en arrière, voilà, l'être que je rencontre, il devient mon maître à penser, c'est celui qui est plein d'amour et plein de vie, mais c'est surtout celui que je suis. Et c'est là où il y a de la réhabilitation, on vient réhabiliter l'être. Mais là, dans ce que je suis en train de dire, c'est aussi réhabiter un aspect de soi, réhabiter ou habiter un domaine de soi, quelque chose qui était toujours là, mais dont je n'avais pas conscience. Et à ce moment-là, l'événement traumatique, il a plus sa puissance qu'il avait avant, puisque cet aspect de moi que je ne connaissais pas, que je viens de mettre de l'attention dessus, je viens de reconnaître, et cette reconnaissance apporte quelque chose de réjouissant, et justement de l'ordre de la grâce, il y a cette reconnaissance, et de l'ordre de la beauté aussi, c'est-à-dire celui que je suis, il est plein d'amour et plein de vie, c'est ça qui est merveilleux, et qui est plein de beau, et qui est beau. Et l'événement traumatique, il a moins de poids, voire plus de poids, parce que cet aspect de moi est pleinement reconnu et pleinement entendu. C'est pas quelque chose qui vient au moment traumatique, c'est quelque chose que j'ai toujours été. En fait, cette infinité d'être que je suis rencontre à un moment donné quelque chose qui vient révéler un aspect de moi que je connaissais pas. Et un aspect de moi qui est pas quelque chose qui est en lien avec l'extérieur, mais qui est en lien avec l'être que je suis, c'est dans les aspects les plus ontiques, les plus archaïques, premiers, quelque chose que j'ai toujours été amour, j'ai toujours été vie, ou dans d'autres aspects suivant les personnes. Voilà, c'est pas juste un être qu'on vient rencontrer, celui qui a vécu le moment traumatique, mais c'est un aspect de soi un aspect de moi que je viens rencontrer et que je viens réhabiliter en moi, ou que je viens justement pas réhabiliter, mais retrouver ou renouer. En fait, ça n'a jamais été noué quelque part. Voilà. Ça a toujours été quelque part dans un inconscient. Alors peut-être que ça a été noué quelque part, enfin, ça a été réhabilité quand on était pure conscience, ou ça je sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a toujours été là depuis notre naissance, mais qui n'a jamais été conscientisé et rencontré ou touché. C'est voilà, n'hésitez pas à poser des questions si c'est pas très clair. J'entends que ça peut aller un petit peu loin, hein, cette histoire. Oui, c'est exactement ça en fait. En fait, ce qui fait le traumatisme, merci pour la remarque, ce qui fait traumatisme, c'est que ça met en résonance avec une part de soi, un être de soi en tout cas, quelque chose que je n'ai jamais rencontré et que je ne sais pas ce que c'est encore. Et que je découvre. En fait, je suis en train de découvrir une partie de qui je suis. C'est ça qui est extrêmement touchant, en fait, quand on va dans ces endroits-là. C'est qu'on découvre une part de soi, un aspect de soi, ou un domaine de soi. Et c'est quelque chose dont on n'a pas conscience. Alors après coup, on se dit, bah oui, je le savais. Voilà, mais je le savais ou j'en avais bien conscience. Voilà. Mais en fait, jusqu'à présent, on n'en avait pas conscience. Et c'est là où c'est intéressant. C'est comme si l'être que je suis, il devenait de plus en plus vaste, plus grand en fait, à chaque fois que je rencontre des aspects de moi différents. Et c'est comme si, voilà, c'est comme si au départ j'étais comme ça, et puis petit à petit c'est en train de s'ouvrir, et ça grandit, et ça grandit. Voilà. Jusqu'où ça peut grandir, j'en ai absolument aucune idée, étant donné qu'on est juste infini en termes de psychisme, mais en tout cas ça peut aller très loin, je pense, en termes d'amour et de vie. Voilà un peu ce que j'avais à cœur de vous partager ce soir. J'espère que ça vous a touché. Alors, je prends un temps un peu s'il y a des questions.
Alors, si je reprends les quelques mots du début, voilà, le traumatisme, c'est peut-être pas tant quelque chose qui vient effracter, même si ça vient effracter, voilà, quelque chose qui vient faire violence, mais c'est aussi quelque chose qui vient révéler. Voilà, donc il ne s'agit pas de nier la souffrance, mais ça vient révéler. Et quand on vient révéler, bon, on ne cherche pas à réparer, on ne cherche pas à compenser, mais on cherche à accueillir, et à rencontrer et accueillir, et puis in fine à réhabiliter euh, ce qui s'est révélé. Le traumatisme, c'est quelque chose qui vient faire émerger en fait des aspects de soi qui n'étaient jusqu'à présent qui n'étaient pas conscientisés. Et je dis bien, je nie pas la douleur et la souffrance que ça peut faire vivre, mais derrière tout ça, il y a quelque chose de beaucoup plus grand dans la rencontre avec soi-même. Voilà, donc juste peut-être quelques informations. Alors déjà, oui, je vous invite à aller voir déjà le programme d'accompagnement cheminé vers soi là, voilà, qui est en ligne. Alors c'est pas essentiellement basé sur la myosthésie, en tout cas c'est basé sur le fait de prendre soin de soi déjà, donc c'est toute la base déjà pour être à l'écoute de soi. Voilà, donc c'est généralement ce que je répète ou ce que je dis souvent dans les séances. Là, vous avez un condensé avec des audios, et puis ça permet de le répéter, déjà de faire une belle évolution sur soi. Si je refais aussi notre promo, c'est tout ce que je viens de raconter, alors cette fois en beaucoup plus résumé, mais aussi de manière plus politique, c'est ce que vous retrouvez dans mon livre qui s'appelle Un petit quelque chose, voilà, qui est accessible aussi aux enfants, donc ça permet de dialoguer avec tous ces aspects-là, voilà, dans une manière beaucoup plus vulgarisée que ce que je viens de faire ce soir. Et puis ça permet de dialoguer avec les enfants ou des patients aussi. J'avais un petit mot aussi sur si vous étiez des professionnels de santé parmi vous, j'aurais à cœur en fait de proposer des groupes d'analyse des pratiques, alors le mot il n'est pas très juste, en tout cas de supervision avec des professionnels de santé mais qui ne sont pas en institution, plutôt en libéral. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas voilà, à venir vers moi. Et puis voilà, en tout cas ce que j'avais à cœur de partager ce soir. Eh bien, merci à toutes et tous.